Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des édulcorants de synthèse. On retrouve les édulcorants de synthèse partout dans notre alimentation, dans nos sodas, nos yaourts et même dans nos chewing-gums. Mais que savons-nous vraiment sur ces substituts du sucre? Posent-ils des problèmes pour la santé? Que dit la science récente? La réponse dans un instant. Restez avec nous. Tout d'abord, c'est quoi un édulcorant de synthèse? Un édulcorant de synthèse est une substance chimique qui imite le goût du sucre sans apporter de calories ou presque. Utilisée depuis les années 1800 lorsque la saccharine a été découverte par hasard par un chimiste de l'université Johns Hopkins. La saccharine a été popularisée après la Première et la Deuxième Guerre mondiale en raison du rationnement du sucre durant cette période. La Food and Drug Administration, FDA, qui est l'agence du médicament des États-Unis, a approuvé plusieurs édulcorants de synthèse non nutritifs. Parmi les plus connus, la saccharine, l'aspartame, le sucralose, le néotame, l'acésulfame K et la stevia. Ces composés sont jusqu'à plus de 300 fois plus sucrés que le sucre classique. Mais il y a aussi d'autres produits de diverses sources qui ont inondé les marchés, comme les sucres alcool, comme le xylitol, l'érythritol, le sorbitol, qui sont en fait des carbohydrates dérivés des fruits et des légumes qui contiennent un petit peu de sucre quand même. Donc attention. Il y a aussi des édulcorants naturels à faible apport calorique, comme les extraits du fruit des moines, de la réglisse, etc. Alors, que nous offrent ces produits? Quel est l'intérêt d'utiliser ces composés? Ces produits offrent donc le goût sucré sans apporter de calories. Une alternative pour les personnes atteintes de diabète, du syndrome métabolique, d'obésité, ces maux qui gangrènent le globe. Alors, on a vu l'émergence de produits de toutes sortes qui prétendent vous offrir le sucre sans le sucre, des produits diet, zéro calorie. La prochaine fois que vous tenez entre vos mains une de ces boissons, il y a de fortes chances que parmi les ingrédients en petits caractères, vous trouviez l'aspartame ou l'acésulfame K. Je me souviens vivement de cette petite boîte rouge contenant des pilules à base de saccharine vendues en pharmacie qu'on appelait communément sucre diabète, comme si ça faisait quelque chose contre le diabète. Alors, que dit la science? Des recherches en cours suggèrent que certains de ces produits ne sont pas aussi inoffensifs qu'on le pensait initialement. On comprend de plus en plus le mécanisme par lequel certains aliments et composés affectent le microbiome intestinal et entraîne une inflammation chronique. Et j'ai parlé du microbiome dans ma vidéo sur les probiotiques. Certaines études ont en fait établi un lien étroit entre l'utilisation à long terme de ces édulcorants de synthèse et le développement de plusieurs états pathologiques pro-inflammatoires. Certains de ces substituts du sucre causent une dysbiose intestinale, entraînent une inflammation chronique, contribuant à la résistance à l'insuline et une perméabilité intestinale. La dysbiose étant la perturbation de l'équilibre de la flore bactérienne intestinale qui joue un rôle majeur dans notre santé. D'autres résultats ont montré une augmentation des risques de mutation de certaines bactéries comme Escherichia coli et entraîne une résistance aux antibiotiques. Une récente étude a révélé que les édulcorants artificiels non caloriques, y compris la saccharine et le sucralose, contribuent à la dysbiose intestinale et affectent négativement la glycémie. Effet surprenant et particulièrement préoccupant, les mêmes résultats ont été observés chez des participants en bonne santé qui utilisent ces produits pour diminuer leur apport calorique dans le but de perdre du poids ou de contrôler leur glycémie. Le sucralose, commercialisé sous le nom de Splenda en Amérique du Nord, contient du sucralose et de la maltodextrine. Toutes ces deux substances affectent négativement le microbiome intestinal en tuant les bons microbes, entre guillemets. Et aussi le sucralose utilisé seul entraînerait une réduction considérable de la flore bactérienne intestinale, limiterait la synthèse des acides aminés et provoquerait des inflammations. Et plus récemment, on a découvert que le sucralose 6-acétate, un intermédiaire du sucralose présent dans les échantillons commerciaux, était génotoxique chez des rats. L'exposition à cette substance a entraîné une rupture des brins d'ADN, tandis que chez les humains, elle a significativement augmenté l'expression des gènes associés à l'inflammation, au stress oxydatif et au cancer.
Le sucralose peut aussi traverser le placenta et est retrouvé dans le lait maternel. Chez les femmes enceintes et allaitantes, ce produit est lié à une croissance anormale des espèces de méthanobrévibactères, également associées à l'obésité chez les enfants. Qu'en est-il de la saccharine? L'utilisation de la saccharine suscite également des inquiétudes quant à ses effets sur le microbiome et la santé gastro-intestinale. Commercialisé sous le nom de Sweet & Low en Amérique du Nord et le bon vieux Canderel d'antan. Je parle bien du Canderel d'antan. On pensait initialement que la saccharine était la cause du cancer de la vessie observé chez des rats de laboratoire. Une hypothèse depuis démentie par des études humaines. Cependant, la consommation continue de saccharine est liée à la modification du microbiome intestinal et altère l'épithélium intestinal. Alors, je présume la question qu'on se pose, y a-t-il des substituts du sucre qui n'affectent pas le microbiome intestinal? Eh bien, il y en a. La glycyrrhizine, un extrait des racines de réglisse, utilisé depuis longtemps en médecine orientale pour ses propriétés antimicrobiennes. Il est disponible comme édulcorant commercial et complément alimentaire par certains naturopathes. La glycyrrhizine a également des bienfaits anticancérigènes, anti-inflammatoires, antiviraux, antioxydants et hépatoprotecteurs et stimulerait la croissance des bactéries protectrices de l'intestin lorsqu'elle est utilisée à des doses inférieures à 100 mg par jour, et des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses effets sur le microbiome. Cependant, son goût prononcé de réglisse et l'augmentation de la tension artérielle à des doses supérieures ou égales à 100 mg par jour limitent son utilisation. Il y a aussi l'érythritol qu'on retrouve naturellement dans divers fruits et certains aliments fermentés. L'érythritol est couramment utilisé au Japon et présent dans de nombreux produits sans sucre comme les chewing-gums, les bonbons et les sodas. Contrairement à d'autres édulcorants, l'érythritol ne se fermente pas et n'a aucun effet connu sur le microbiome intestinal. Ce composé améliore la tolérance au glucose et diminue l'inflammation intestinale. Cependant, des recherches indiquent que des taux élevés d'érythritol circulant dans le sang peuvent augmenter les risques d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux en favorisant l'agrégation plaquettaire et le développement de caillots sanguins. Alors, si ça vous donne le tournis, je comprendrai parfaitement. Et la question qui vous trotte certainement, que faire? C'est frustrant car les édulcorants les plus problématiques sont souvent les plus accessibles. On retrouve ces édulcorants partout, pas seulement en pharmacie, mais dans la plupart des sucres commercialisés et même dans les boissons soi-disant diététiques. La solution? Réduire la consommation de sucre? Plus facile à dire qu'à faire. Une étude publiée dans le journal américain de nutrition clinique a révélé que les participants de cette étude qui ont réduit leur consommation de sucre simple de 40% trouvaient les aliments sucrés au saccharose trop intenses après seulement 2 mois et se sont mis à préférer les options moins sucrées avec une nette augmentation de la perception naturelle du sucre. Ce qui m'amène à proposer des conseils non chimiques. Essayez un sevrage progressif sur plusieurs semaines. Cela peut paraître difficile au début, mais on s'y habitue en quelques semaines. Cette approche est graduelle pour réduire l'apport en sucre plutôt que de se rabattre de prime abord sur les édulcorants de synthèse pour vous faire beaucoup de bien sur le long terme. Et c'est peut-être un pas important à prendre pour maintenir un taux de glucose sanguin normal, de contrôler le poids, mais aussi de réduire l'inflammation intestinale qui est sans doute la source de beaucoup de nos maux. Pour finir, bien que certains de ces substituts du sucre puissent avoir un effet positif sur le microbiome, il est préférable de limiter la consommation de ces composés au minimum. Le sucre, qu'il soit le sucre de table ou les substituts de sucre, sont des produits chimiques qui n'existent pas dans la nature, qu'il faut consommer avec modération. Et même le sucre naturel que vous connaissez tous est gardé par des abeilles. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Prenez votre santé en main et revenez nous voir. Mais avant de partir, likez et abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Merci.